Bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et voilà, un bonjour rapide à mon pote, mon ex-Racing Man, mon toujours deuxième ligne dans l'esprit, c'est Théodore de Saint-Rémy. Comment tu vas mon cher Théo? Et je vais très très bien, je vais très bien pour ce 156e épisode, si je ne m'abuse. Exactement, exactement. Et on est très content d'avoir avec nous Amélie Maillet, un certain pilier qui a marqué un essai dans son match de finale il y a un week-end, il me semble, il y a 7 jours. Est-ce que tu Ouais, peux nous raconter cette petite histoire, s'il te plaît? c'était la finale, des féminines de la semaine dernière et d'ailleurs j'ai très, très mal au cou depuis parce que j'ai cette énorme médaille autour du cou depuis 10 jours de J'adore. championne de France et ouais, c'était un match incroyable. Bon, pas de surprise, hein, sur le score. On a gagné 55-12, donc très rapidement on a compris qu'on est championne de France. Il y a eu un échauffement terrible et je me suis pris un coup de crampon dans l'œil et je ne voyais plus pendant un quart d'heure, je ne voyais plus du tout de l'œil droit, c'était très flou et je me suis dit: «Je vais pas du tout jouer la finale». J'étais dégoûtée, j'étais en larmes et après je me suis dit: «Bon tant pis, je fais 2 minutes et après je sors» et en fait, bon voilà, pris dans le jeu, on avance, on pilonne et 4e minute, j'ai mes coéquipières qui font du pick and go et je me mets un peu en retrait et j'ai ma fille qui me fait un coup d'œil, elle joue demi mêlée et là elle me fait une passe et je fonce droit sur une fille qui arrive comme un i, donc je lui mets un cul, monstrueux et j'aplatis juste derrière sous les poteaux. Donc on est à la 4e minute, je mets le premier essai, de la finale et il y en a 8 autres qui vont suivre et finale de rêve. Tout ça avec un seul œil. Ça casse. Moi j'ai récupéré rapidement, mais j'ai eu 15-20 minutes vraiment pas bien, quoi. Et c'était comme on avait dit, en fait, sur le site web de FFR, on a vu Maé marquer le premier essai. Ça nous a fait vraiment plaisir avec Théo et Charlie aussi. C'est Ouais, Charlie qui m'a Charlie envoyé aussi, le, ouais. le texte pour dire elle a marqué. Je trouvais ça vraiment génial. Donc bravo pour cet essai et aussi bravo pour par la suite. Je te vois partout sur les réseaux. Il y avait France, il me semble France 3, non, qui a fait un petit Ouais, reportage aussi sur ce Il y a final. France tout à fait, il y a France 3 Occitanie qui nous a suivis toute la journée. Donc on est passé dans le Rugby Mag, Occitanie, samedi et pendant la finale, quand je suis sortie, il y a une caméra qui est venue et pour nous poser des questions, parce qu'on s'est retrouvées toutes les 2 avec Léa à un moment donné sur le banc et en fait, c'était, Rencontre à 15, qui nous a filmés aussi. Donc ça, on a eu la surprise, samedi matin de nous voir, dans le Rencontre à 15. Alors c'est toutes les finales d'ailleurs féminines, donc j'ai trouvé ça top qu'ils mettent bien en avant le rugby féminin et 2 heures après, on est passé sur le France 3 Occitanie et puis des articles, forcément, dans la dépêche, du coin et donc c'est cool parce que ça fait une belle visibilité pour le club, pour le rugby féminin et puis surtout pour dire que voilà, il y a pas d'âge pour jouer au rugby, pour jouer au sport et pour faire du sport et qu'on peut être maman de 4 enfants, 40 ans et être championne de France. Non mais on va dire les choses quand même, Amélie. Il n'y a pas d'âge, tout ce qu'on veut, etc. Mais t'es quand même un cas. C'est-à-dire que c'est Mmh. quand même un truc exceptionnel que vous avez fait avec ta fille. Et Ouais, franchement, je pense que vous n'êtes pas prête de vous faire doubler par un autre binôme du non, même genre. impossible. Impossible parce Honnêtement, qu'on ça me paraît quand même assez unique. Et moi, je trouve qu'il y a eu une petite couverture médiatique, mais qui est quand même assez locale. mmh. Je pense que vous pourriez avoir bien mieux que ça, parce que votre histoire, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire, je te le dis très sincèrement. Moi, je suis complètement bluffé. Je suis tombé vraiment en arrêt devant votre expérience à toutes les deux. Ces phases finales, ce truc où on n'y croyait pas. Puis finalement, au début, on ne te connaissait pas. Et bah, tu passes un tour, tu passes deux tours, vous arrivez en finale, vous gagnez. En plus, ta fille te fait la passe pour Ouais, l'essai. c'est Enfin, clair. tout ça pourrait faire vraiment l'objet d'un roman, d'un film, d'un truc. Je trouve que vous avez écrit des pages exceptionnelles de notre sport, mais pas que de notre sport, du sport aussi tout court. Ou un BD aussi, parce qu'on connaît très bien Bertrand Escache qui fait les rugbyman, donc il faut qu'on parle avec lui. Bon, on va dire peut-être t'es notre nonou à nous, ici, t'es pas à Toulon, mais t'es ici à Pack de Potes. Écoute, en parlant de rugby féminin, je propose qu'on parle de finale. Et tiens, c'est un bon vieux Bordeaux-Toulouse à Clermont, avec pas mal de spectateurs qui sont beaucoup habillés en jaune, ce qui est normal parce que c'était après le match de Clermont. Bordeaux qui va ouvrir le score avec un pénalité et après un bon travail des avants, 10-0 à 11 minutes. Le 9 passe son pilier, tiens, c'est un peu comme dans la famille Maillet, pour mettre le score à 17-0. Toulouse va marquer juste avant le mi-temps pour revenir un peu dans le score, 17-7. Encore un essai des grandes devant avec le 8 qui passe en force de Bordeaux. Toulouse va revenir dans le match avec 3 essais par la suite. Donc c'est Bordeaux qui mène 27-24 à la 82e minute.
Toulouse a le ballon à 50 mètres. Et voilà, super joli geste. Pour finir ce match, c'est Rousset avec une interception et un course de 50 mètres pour mettre l'essai 32-14. Donc Bordeaux sont championnes d'Europe en club pour les mecs pour la première fois, mais champions de France pour les femmes pour la troisième fois à la suite. Ouais, tout à fait, c'était le triplé de Bordeaux. Elles ont pilonné très rapidement et elles ont creusé un écart qui, à mon avis, a surpris Toulouse, qui s'est réveillé en deuxième mi-temps, mais qui s'est réveillé trop tardivement. Et Toulouse s'est aussi plaint, on l'a vu passer dans la presse hein, tout au long de la semaine, de l'arbitrage. Et ça pose la question justement, est-ce que à ce niveau-là du rugby féminin, est-ce qu'on pourrait pas accorder la même technique en fait qu'au rugby masculin parce que Toulouse s'est plaint justement de choix arbitraux. On a vu des ballons talonnés à la main de manière flagrante et qui n'ont pas été pénalisés. Et ça aurait peut-être pu changer la donne. Donc ça restera évidemment peut-être une finale amère pendant longtemps pour Toulouse. Mais voilà, vu la visibilité qu'on donne désormais au rugby féminin, il va peut-être être temps aussi d'apporter toutes les techniques à apporter aux garçons pour le rugby féminin pour qu'on n'ait pas ce sentiment d'avoir une finale préjudiciable. Moi, j'imagine que c'est une question de budget, mais comme ça passe à la télé, à la grande télé maintenant, et ça va de faire de plus en plus, j'estime. Peut-être il faut trouver un petit budget pour avoir, je sais pas combien ça coûte de plus pour avoir un arbitre de replay, mais ouais, c'est une question intéressante. Une chose que je me demandais, en fait, c'est pourquoi ça s'appelle des Lions de Bordeaux et des Loups de Lyon. Ça, je comprends pas, bon, non plus. Mais peut-être, j'aimerais bien en tant que, tu vois, américain, à Lyon il y a des lions, tu vois, et pas des loups. Peut-être des loups, c'est Grenoble, tu vois, où il y a des Alpes et tout ça. Mais bon, c'est pas comme ça. Non, mais ils s'essayent à l'anthropomorphisme, enfin à inverser. Ils aiment bien être incarnés par des animaux. Donc, ils cherchent pourquoi des lions, effectivement, à Bordeaux, ça. Ça, je sais pas non Mystère, plus. mystère et boule de gomme. Le loup, tout simplement parce que c'est le sigle du club et donc du coup, la version féminine, ça a donné les louves du loup. Mais après, non, j'ai pas d'explication. À Blagnac, c'est les Kawek parce que le sigle, c'est la chouette et donc c'est un ancien nom de chouette. Je vais mettre ça dans mes petits mots à apprendre pour le français, un kayak. Allez, quand même, j'ai passé un très bon moment pour le fin de Elite 2 qui était sur YouTube Live. Donc, on était environ 750 personnes. Je pense que regardaient en même temps ce final Elite 2, Toulon contre La Rochelle. C'était assez fou. C'était une domination par Toulon, mais carrément pendant presque tout le match. Mais 5 minutes avant la fin, c'était 14-7 pour Toulon. Et Toulon qui n'avait plus de pilier droit. Donc, c'était mêlé-similé. Pour Toulon, il fallait sortir un joueur, en fait, pour eux. Et voilà, La Rochelle qui va marquer un essai, mais pas la transformation. Donc ça veut dire que c'était 14-12, toujours pour Toulon. Le 8 de Toulon, elle a pris un petit crampon dans l'œil, donc elle était un peu chaud. Elle a aussi pris un carton. Et les dernières actions, on va dire avec 2 joueurs de plus pour La Rochelle, petite opportunité pour eux, mais le rugby est parfois un peu dur. Donc Toulon, ils ont tenu et ils passent en élite. Elles ont fait la course en tête, les filles, donc quelque part, c'est mérité. Ouais, ouais, c'était mérité. Alors, c'est ultra frustrant pour La Rochelle, hein, on le répète, hein, c'était la quatrième finale. Et jusqu'à cette année, le champion d'élite 2 devait jouer un barrage pour pouvoir monter en élite 1. Et l'année où c'est le champion d'élite 2 qui monte directement, La Rochelle se trouve complètement. Elles ont été dépassées. Ça a été très serré, hein, il y a eu 6-0 pendant longtemps. Grosse défense de Toulon. Et jusqu'à cette interception sur la ligne des 50 mètres de la centre, l'impression que la Rochesse lui a fait le ballon, lui a donné le ballon dans les mains et elle a traversé le terrain. Et là, il y avait 11-0 et c'est un peu dépité à La Rochelle, qui est quand même revenu en deuxième mi-temps et avec cet essai marqué à la 80e sans la transformation et très grosse ambiance dans le stade. Ouais. Et donc, c'est Toulon qui jouera en Élite 1 l'année prochaine. Bah écoute, il va y avoir beaucoup de matchs de rugby féminin cet été, surtout comme il y a la Coupe de Monde, et il y a TF1 qui va le suivre aussi. J'ai noté qu'il y a 32 matchs qui vont être diffusés sur 31, sur TF1, certains sur France Télé aussi. Et il y a des noms qu'on connaît, donc Laura Di Musio qui va être announcer, on va dire, et Sophia Endai aussi, donc ça me fait plaisir de la voir. Et il y aura une équipe trio féminine aussi, donc Isabelle Iturburo, si je dis bien, peut-être pas. Combat Diallo aussi, peut-être à jouer avec à Stade Non, français. Et...
Elle est arrivée bien après, mais voilà, ils ont recruté des anciennes internationales et Laura Di Muzio qui a joué à Lille pendant longtemps, qui est une Italienne et qui était présidente de la section féminine de Lille et qui a fait beaucoup pour professionnaliser en tout cas le rugby à Lille et qui a pendant longtemps commenté sur France 4 les matchs féminins. Oui, pour clôturer cette petite parenthèse sur le rugby féminin, je voudrais reprendre ton expression, Thierry, mais je vais l'adapter un tout petit peu. Amélie, pour moi, c'est pas notre Ma'a Nonou, c'est notre Mama Nonou. Voilà. C'est beau. Allez, on va parler rapidement de Pro D2. Et si vous êtes en Angleterre ou Irlande, vous aurez pu regarder le final par YouTube avec FR UK. Et tiens, on a eu un petit commentaire sur Instagram d'un certain Bex Flanagan. Bex Flanagan, pour moi, c'est peut-être une Rebecca Bex. On ne sait pas, peut-être bien. En tout cas, elle nous aime bien. Elle nous dit, comme d'habitude, épisode excellent. Et puis, elle nous fait un petit clin d'œil sur le maillot de Basque qui, pour la finale, était effectivement un maillot très proche de celui du Racing ou de l'Argentine. Elle dit qu'elle comprend pas trop. D'habitude, il joue quand même vraiment en bleu et noir. Donc, elle était un petit peu surprise. On va enquêter. En tout cas, merci Bex de nous suivre et de nous dire que nos épisodes sont excellents. On le prend comme un compliment. Exactement. En parlant d'excellent, il y avait des très bons rugby dans ce final de Pro D2 et dans les playoffs de Pro D2. Montauban était là, vraiment une vraie surprise pendant ces playoffs. Ils ont battu Colombier par 3 petits points, où en fait ils sont revenus dans le score. Ils étaient 17-0 pour Colombier en fait au début, donc à 16 minutes. Et donc ils ont fait vraiment preuve de grosse mentale, on va dire Montauban. Et ensuite ils ont démorcé Brive sans transpirer, 29-13, donc très convaincant. Par contre, ils étaient à un petit point d'être relégués l'année dernière en national, c'est quand même assez incroyable. Maintenant, ils sont que 6e en fait dans le Pro D2, mais avec le même nombre de points que Béziers, qui ont fini en 7e, mais ils sont là dans le final de Pro D2 pour passer en top 14. Grenoble, par contre, on va dire un match de moins dans les pattes aussi que Montauban, comme ils n'ont pas fait les barrages, 4 victoires de plus, leader du classement. En plus, ils n'avaient aucun souci contre Provence Rugby, ils ont gagné 38-17 dans la demi-finale. Grenoble en bleu, Montauban en blanc et pas vert, sauf si tu comptes les cheveux verts de super ailier fidjien Vici. Les premières 6 points sont pour Grenoble grâce au pied du 10 Sam Davis, forcément un Gallois avec un nom comme Davis. Montauban égalise à 30 minutes, 6-6. Le 8 de Montauban va marquer le premier essai après Grenoble, n'ont pas trouvé leur touche. Ballon perdu pour Grenoble sur le 22 de Montauban. Le petit 9 réagisse, long coup de pied pour le Vini Vici et un essai magique après. Mais Grenoble reste patient, il pique la touche et le 11 boucle d'or, Houleux, va marquer l'essai, pas évident avec de la force et dextérité. 21-13 toujours pour Montauban. Grenoble repique la touche encore et encore, ils ajoutent 6 points par des pénalités, 21-19 pour Montauban. Il pique encore un touche et Sam Davis tente la drop de la gagne, mais il va la rater comme la prochaine tentative de pénalité. Grenoble a plus de force dans ce fin de match. Montauban est assez maladroit depuis un moment. Tout le monde est cuit des crampes partout. Montauban va choper un touche et un pénalité très important. 24-19, 5 minutes pour marquer 5 points ou plus pour Grenoble. Mais les montagnards devraient attendre un peu car ce soir, c'est pour Montauban qui assure leur place dans le top 14 l'année prochaine. Ouais, c'est un succès de Montauban qui est complètement retentissant, qui est complètement inattendu parce qu'ils étaient déjà inattendus en demi, ils avaient failli passer à la trappe et puis ensuite on pensait qu'ils allaient se faire rouler dessus par Brive qui était très favori. Brive sans doute les a pris de haut et passé à la trappe et je pense que Grenoble a fait la même erreur. C'est hallucinant ce que ça dit de la préparation mentale des équipes. Je pense que c'est un vrai échec malheureusement pour l'encadrement de Grenoble qui n'a pas su, je pense, préparer son équipe qui à mon avis avait vraiment les moyens de battre cette équipe de Montauban. Mais ils se sont fait complètement dépasser en début de match. Montauban a pris le score, ne l'a jamais vraiment lâché. Et Grenoble a été contraint de courir après le score, a fait une cagade invraisemblable à la fin avec une pénalité à jouer à la main à 5 mètres de la ligne où le gars n'a pas tapé dans le ballon. Donc, oui. La pénalité a été refusée, ce qui est une boulette, mais de cadet. C'est absolument incroyable de faire une erreur pareille. Et c'est extrêmement cruel parce que Grenoble, c'est la 3e finale d'affilée qu'ils perdent. C'est complètement fou. Ils avaient perdu l'année dernière contre Vannes et l'année d'avant contre Perpignan en finale, si ma mémoire est bonne. Et c'est quand même 3 fois d'affilée aller perdre en finale quand tu as fait toute la saison.
un championnat qui est tellement difficile, c'est forcément un peu une fin de cycle et je pense que ça va laisser des traces. C'est un échec retentissant et extrêmement cruel pour Grenoble. Oui, après on l'a déjà observé, hein, c'est déjà arrivé en top 14 que, le barragiste, finalement arrive à aller jusqu'au bout et puisse gagner, le championnat. Donc l'histoire est vraiment très, très belle pour Montauban et comme tu dis Théo, ils avaient rien à perdre. Et c'était peut-être ça aussi, aussi la force. Donc, là on retrouve Montauban en top 14, c'est pas arrivé depuis plus de 20 ans. Alors, la saison prochaine risque d'être difficile comme ça l'a été cette année pour Vannes, mais en tout cas, voilà, c'est beau pour Montauban, c'est beau pour la ville. Il y avait un énorme engouement, sur Toulouse, hein, puisque la finale Au s'est jouée Denis, chez ouais. nous, ouais, exactement. Donc, Toulouse était en vert, tout le week-end. Donc l'histoire est belle et Grenoble, ça risque aussi d'être difficile pour ce match barrage contre Perpignan. Parce que troisième échec, je suis pas sereine pour leur montée en top 14, hein. Oui, ils ont la tête complètement à l'envers, c'est une certitude, alors que Perpignan est en hyper confiance. Ils viennent de battre le Stade Toulousain, ils ont des hommes en forme un peu partout, ils sont quand même bons. Donc malheureusement pour Grenoble, je pense que Perpignan est très favori sur cette confrontation. Mais ce qui s'est passé pour Grenoble face à Montauban peut tout à fait se passer pour Perpignan face à Grenoble, parce que ça reste une très belle équipe Mm. et ils vont avoir à cœur de prouver que c'est un accident et que leur place, c'était de monter. Donc je pense que c'est un match piège quand même pour Perpignan, même si sur le papier, il me semble extrêmement favori. En fait, il y a un petit truc de plus parce que il me semble que là, Grenoble, ils ont joué 32 matchs dans l'année. Si on prend les 30 matchs de base plus 2 pour les playoffs, au SAP, ils ont fait 26 matchs de top 14, plus j'ai compté 4 matchs pour le Champions, donc ils ont 2 matchs de moins aussi. Donc avec on va dire un budget un peu plus supérieur quand même, un budget de top 14. Donc c'est pour ça aussi, c'est pas super étonnant que c'est hyper dur de faire ce fameux match de montée. Bah, c'est hyper dur. Si tu as 2, 3 matchs de plus dans les pattes, bah, c'est pas forcément évident. Oui, et puis ce qui est très dur, c'est que la dynamique, c'est une dynamique très difficile qui succède à une défaite en finale. Donc psychologiquement, ça laisse énormément de traces. Ces gars-là qui ont perdu samedi, bah, là, ils sont encore complètement groggy, hein, c'est une certitude. Donc, ils sont en train de préparer leur match d'accession. Mais où est-ce qu'ils sont dans leur tête? Quel niveau de confiance en eux est-ce qu'ils ont? Quelle soupe à la grimace est-ce qu'ils se sont tapés? En plus, on a bien vu que la fin du match a été extrêmement tendue. Il y a eu à moitié des invectives, le staff qui a été pris à partie, etc. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'on n'aime pas dans le sport. Mais je pense qu'il y a une frustration telle après 3 échecs en finale que je pense qu'à l'intérieur, le club est un peu au bord de l'explosion. On se dit, c'est pas croyable, c'est pas possible. Eh ben si, malheureusement, dans le sport, c'est comme ça. C'est un match d'un jour. C'est que 15 mecs contre 15 mecs ou 15 nanas contre 15 nanas. T'as 80 minutes et c'est jamais, jamais gagné d'avance. Ouais, le format est tel qu'il est, hein, pour le match de la montée, mais je trouve que c'est super dur, comme tu dis, de se remobiliser. Tu as perdu une finale, c'est la troisième finale. Là, retrouver les ressources mentales, sans parler des ressources physiques pour aller essayer d'aller chercher cette montée que tu désespères de récupérer depuis plusieurs saisons, c'est vraiment dur, ouais. Moi, je dirais un petit mot aussi pour le coach de Montauban, quand même, Sébastien Toulouse-Bord. On se souvient de ce nom, quand même, hein, mon cher Théo, parce que bah, il était avec l'équipe de France pendant un certain temps. Il jouait à Castres et Toulon. Donc, c'est vraiment sympa de le voir. En fait, quand tu vois ce qu'il a coaché, Bourgoin, Rouen et maintenant Montauban, bah, c'est assez chouette pour lui de se retrouver dans le top 14 si vite, on va dire, mais en tant que coach. Oui, c'est génial. Pour lui, c'est une très belle signature. Son expérience à Rouen était un peu mitigée. Là, c'est la preuve que ça a été l'homme de la situation pour faire monter Montauban. Maintenant, je pense que le top 14, ça va être très, très, très compliqué pour Montauban, hein. Ils ont pas du tout, ils ont bouclé leur recrutement, qui était un recrutement pour figurer en première partie de tableau de Pro D2. Je pense que Vannes était beaucoup plus prêt, à mon avis, à affronter le top 14. On a bien vu que même s'ils descendent, ils ont perdu beaucoup de matchs de très peu. Ils ont réussi à faire des victoires surprenantes à l'extérieur. Ils ont vraiment, je pense, gagné le respect de la planète rugby. Je dis pas que Montauban n'aura pas le respect de la planète rugby, mais j'anticipe une saison beaucoup plus difficile pour eux que ne l'a été celle de Vannes cette année. Vannes qui redescend. Donc Oui, comme c'était pour voilà. Brive il y Là, a ils font la quelques... fête. Je pense qu'ils feront moins la fête l'année prochaine. Parce que tout simplement, la marche est très très haute et en plus, quand t'es pas tout à fait préparé, c'est pire.
Ouais. Oui, on se souvient du Brive il y a quelques années qu'ils avaient une année horrible aussi. Allez, on va parler de Top 14. C'était samedi soir, c'est le soirée multiplex où il y a tous les matchs qui jouent à 21h, donc en même temps. Ça, c'est difficile pour un Américain à comprendre quand même. 7 matchs de rugby en même temps, très difficile à raconter, mais je vais essayer pour la première fois sur Pack de Potes de parler de tous ces matchs en multiplex. Mais est-ce que tu peux nous aider, mon cher Théo, pour planter le décor, nous dire quel match on avait ce week-end? Oui, les enjeux, on les connaissait, hein, c'était de ne pas descendre tout en bas. Et il y avait un petit mini championnat entre Vannes, Perpignan et le Stade Français, même si Vannes devait gagner avec le bonus offensif à Bordeaux pour espérer ne pas être dernier. Autant dire que c'était une mission plus que compliquée. Et puis il y avait l'accession aux places qualificatives en play-off, où La Rochelle, Pau, Castres et Clermont étaient en ballottage. En fonction des résultats qui allaient se passer. Donc on avait des confrontations qui étaient Bayonne-Toulon, match sans enjeu parce que ces deux équipes étaient déjà dans les 6. Bordeaux-Bègles-Vannes avec uniquement la deuxième place à valider et à sécuriser pour Bordeaux-Bègles et éventuellement le maintien pour Vannes, mais c'était improbable. Lyon-Racing 92, match de ventre mou sans enjeu. Montpellier-Clermont qui essayait d'accrocher une place dans les 6. Pau-La Rochelle, les deux pouvant accrocher une place dans les 6. Perpignan-Toulouse, donc Perpignan voulant s'éloigner le plus possible du bas de classement. Et enfin, le Stade Français contre Castres. Stade Français, là aussi, qui devait, même s'ils avaient un petit point d'avance, ne pas perdre pour éviter les mauvaises surprises. Allez, le multiplex démarre et ces 3 essais dans les premières 3 minutes ont 3 matchs différents. Le plus joli, c'était celle du centre de Castres où on peut parler du petit passe de pied de Jalibert pour Louis Bébé. En parlant de jolis essais, il y avait celle de Entema qui était un peu comme ses cheveux, naturellement magnifiques. Certains matchs s'égalisent avec des essais de Stade Français et Vannes. Il y a des écarts qui se creusent pour Racing contre le Loup, 19-0, Toulouse contre Perpignan, 14-0, et Clermont contre Montpellier, 15-3. En tout cas, avec 7 matchs en même temps, ça passe vite. Tiens, un carton pour Awas, surprise. Les Amants de La Rochelle sont difficiles à arrêter, tout comme Poloso Tulagi qui marque l'essai qui ouvre le score pour Perpignan. Bonne nouvelle, tous les clubs ont marqué dans la première mi-temps, mais mauvaise nouvelle pour Villiers, qui a peut-être pris une commotion. Il va pas jouer la semaine prochaine en play-off. Et pour Toulouse aussi, un peu de mauvaise nouvelle. Ils vont perdre un Ange Capozzo par blessure sur le cheville qui a l'air douloureux. Deuxième mi-temps, Clermont assure leur apparence dans les barrages. Et Vannes essaie de nous faire le plaisir de rester en top 14. Perpignan tente quand même dans leur match contre Toulouse. Paris tente aussi par un petit point, mais carton jaune pour un plaquage hyper moche qui ne va pas les aider. Ils ont failli décapiter un castré. Aucune image pour le match Racing-Lyon, même avec 70 points marqués en 60 minutes. C'est normal, comme Théo a dit, ce match est sans enjeu. Entre-temps, Louis Bébé et Penaud vont faire un doublé chacun pour Bordeaux. C'est malheureusement cuit pour Vannes. Clermont a passé. Zach Henry claque un drop, mais rate le reste. Pau revient, Perpignan surprend. Et je vais laisser Amélie finir avec les scores de ce multiplex bien sympa. Alors, dans cette dernière journée de top 14, le Stade Français a gagné 21 contre Castres. Bayonne, qui recevait Toulon, remporte son match sur un score de 18-10. Montpellier s'est fait surprendre à domicile par Clermont et perd le match 10-23. Lyon Racing sans enjeu mais beaucoup d'essais. Lyon 34, Racing 92, 47. Pau qui recevait La Rochelle a remporté son match 32-18. Perpignan qui devait absolument gagner a fait le taf mais son score de 42-35 contre Toulouse ne suffira pas à échapper au match de maintien. Et Bordeaux a fait un énorme score de 59-28 contre le malheureux Vannes qui va redescendre en Pro D2. Allez Théo, ça veut dire quoi pour les playoffs? Eh bien, ces barrages vont voir s'affronter Bayonne et Clermont le vendredi 13. Espérons que ça leur porte chance quand même à 21h à Bayonne. Le lendemain, samedi 14, 21h aussi, c'est Toulon à Mayol qui recevra Castres. Et le vainqueur de Toulon-Castres affrontera le samedi 21 juin Bordeaux-Bègles. Et le vainqueur de Bayonne-Clermont défiera le Stade Toulousain le vendredi 20 juin pour une magnifique finale à venir le samedi 28 juin.
Et ça va être à Lyon, et je suis très content parce que je vais être là pendant ce week-end. Mon très grand ami Christophe, qui était témoin à mon mariage, il m'a acheté des cadeaux, un petit cadeau. On va ensemble pour regarder ces matchs. Donc, franchement, ça va me faire vraiment Tu plaisir de vas être voir dans le ces deux stade? matchs. Ah oui, je vais être dans le stade. Je suis trop content. Génial! Ouais, t'imagines, c'est la Fantastique! première fois. Je vais voir des playoffs en live pour le week-end. Ça va être génial. Excellent! Tu fais les deux matchs? Oui, oui. Royal. Allez, Amélie, qui va gagner pour aller, on va dire, à Lyon pour les demi-finales? Qui va gagner ses premiers barrages? Moi, je verrais bien Clermont et pour mon super pote Ben, qui est un Toulonnais, fervent Toulonnais, allez, pour lui faire plaisir, je vais dire Toulon. Ouais, moi je pense que Toulon effectivement devrait s'en sortir contre Castres. En revanche, je vois plutôt Bayonne s'imposer et aller en demi-finale, ce qui serait un exploit fantastique pour eux. Ils ont fait une très belle saison, ils ont été dans les quatre presque toute la saison. Ce serait mérité et je pense qu'avec la force de leur public, le retour des phases finales du championnat de France à Jean Daugé, ça va être quand même très très costaud d'aller gagner là-bas. Donc une petite pièce sur Bayonne. Et en tout cas, ça me fera plaisir de re-regarder encore des émissions, tu vois, les petits, quand ils envoient Canal+, des gens pour faire des reportages à Bayonne, c'est toujours la fête là-bas, donc ça me fera plaisir pour C'est Bayonne. un public exceptionnel, hein. Il faut se rappeler que moi, il y a 15 ans, 20 ans, quand je jouais en Pro D2, quand on allait à Bayonne, il y avait une seule tribune et la deuxième vaguement en construction, en projet. C'était déjà très chouette. Mais ce qu'ils ont fait en 15-20 ans, en transformation de ce stade, est quelque chose d'absolument fantastique et ça en fait un stade de France d'un point de vue du soutien du public, la culture populaire qu'il y a à Bayonne, du chant, du soutien à l'équipe, etc. Bon, on connaît hein, les chants qui mettent parfois au tout début de match sont des trucs qui mettent les poils, comme on dit, quoi, qui sont extraordinaires. Donc je pense que ça va être très, très, très sympa à voir à Jean Daugé le 13 juin. Allez, j'ai préparé un petit quiz, les gars. Comme tu sais, mon cher Théo, j'adore des stats. Donc, on va faire des stats pour cette saison de Top 14. Donc, on va toujours démarrer avec Ladies First. Hein. Amélie va démarrer. Petite question, Amélie. Combien de plaquages y a-t-il dans un match en moyenne? Ça dépend, si t'as Cross qui est sur le terrain, tu peux dépasser facilement la centaine hein, déjà. À lui tout seul. Pour les deux équipes. Pour les deux équipes, 160, 70? 250 environ. Ah la vache. C'est ce que j'allais dire. T'es dur, t'aurais dû me poser la question. Offload, il y en a combien, mon cher Théo, par match? Oh, allez, 8. 16. Ouais, 8 par équipe, quoi. C'est ça que je voulais dire. C'est ça, c'est ça. Point marqué par match. Amélie. Ah, en top 14, on est des beaux scores quand même. Hein. Attends, par équipe? En moyenne. Ah non, Non, en non, tout, sur par le match. score total? Allez, 60. 51. Et nombre d'essais, alors, Théo, par match? 6. Ouais, 5,9. Mhm. Qui est le meilleur réalisateur? On va dire au niveau de points marqués. Ah, un point marqué. Je sais pas si c'est pas Joris Second. Il est dans le top 10, il est numéro 7. 7. De point marqué? Mhm. Ramos. Ramos, en fait, il est pas mal. Il est pas mal, il est numéro 6, mais avec tous les matchs internationaux, etc. Le meilleur marqueur d'essai, c'est LBB, mais Ouais, c'est t'en veux Joe pas. Simmons de section paloise. Après, c'est Maxime Lafage. Et après, tiens, il y a quelqu'un de Racing. Le Garec. Le Garec. Exactement. Mhm. 255 pour Joe Simmons, 253 pour Maxime Lafage et 228 pour le Garec. Essaye, tu avais déjà raison. En fait, Amalie, T'avais vu c'est Lou et passer Bébé. l'info. Ouais, Lou et Bébé avec 13. Qui a 12, cher Théo, qui joue à Penaud. Toulon? Non, T'as dit? Villiers alors. Non, c'est un autre allié. Attends. Il triche, il est en train de tricher là. On dirait mes élèves en classe, Time. hein, t'es pas distrait? Gaël Dréhin. Ah ouais. Ouais. Ensuite, le premier avant, c'est qui sur la liste? Il est 9e. Moi, je saurais pas te dire. Donne-nous un club, sois gentil. Donne un indice. Paris. Ah ouais, Irigoyen là. Non, c'est Macalou. Ah, c'est con, Macalou, 9 essais, Ah ok. oui, c'est cool, évidemment. Et il y a un première ligne dans le top 10. Malheureusement, il va pas jouer dans le top 14 l'année prochaine. C'est Vunipola. Non, c'est le pilier de Vannes, Thomas Mokoro Aboum, si je prononce bien encore. C'est assez intéressant parce que Louis Belbarré, il a marqué 13 essais en 15 matchs, donc bravo. Et mais en fait, si tu divises ça par la minute jouée, donc ça veut dire qu'il marque un essai tous les 89 minutes,
Donc, superbe. Par contre, c'est pour ce fameux pilier, Thomas, si tu divises ces 9 essais par les 160, pardon, ces 693 minutes, en fait, il marque un essai tous les 77 minutes. Donc il fait mieux que Louis Bébé. Il fait mieux que Louis Bébé. Bravo Thomas Moukoro. Thomas Ramos, par contre, il était quand même au niveau de points moyenne. C'est pour ça que tu disais avant Amalie, il était 14,4 par match. Nolan Le Garec, il était à 12. Par la suite, après, plaquage cassé. Ça devait te parler, mon cher Théo, il est chez toi, à Racing. Tuisova. Exactement, Joshua Tuisova. Et Max Spring, il était quatrième aussi. Et ces deux-là, ils se retrouvent dans les mètres parcourus, 1 et 2, Tuisova avec environ 1900 mètres parcourus et Max Spring juste derrière. Est-ce que vous connaissez potentiellement le troisième en termes de mètres parcourus dans l'année? Non, je ne saurais pas dire. C'est difficile. Hein. Il joue au loup. Alors, peut-être Radradra, parce que je sais qu'il est là-bas et que lui, il est énorme. Ah non, l'ailier, peut-être Ninashvili. Exactement, bravo pour le troisième. J'étais content de voir le jeune Théo Atissoé aussi de section paloise qui était là, 8e sur 10. Qui a gratté le plus? Je devrais peut-être le dire dans un accent anglais. Qui a gratté le plus? Willis, ouais. Ah, Willis. Jack Willis de Stade Toulousain. Petite surprise en fait au niveau de arrière, en fait il y a Arthur Retière en fait de UBB qui est 5e sur la liste quand même avec 13. Mais Jack Willis 27 ballon gratté, première sur la liste c'est Makalou avec 16. Donc un grand écart entre 1 et 2. Au niveau de plaquage, il y avait beaucoup de troisième ligne, mais est-ce que tu peux me donner peut-être un ou deux deuxième ligne ou première ligne dans les top 15? Bah, peut-être Gabriag, ils ont beaucoup défendu et il a beaucoup plaqué. Exactement, il y avait un deuxième de Stade Français aussi, un autre deuxième ligne. Pesanti? Non, c'était Briat que tu avais dit avant. Allez, un mec dernière, un autre joueur qui a bien plaqué dans les top 15, à votre avis? François Cros. Je le vois pas sur la liste, Ah étonnamment. ouais? Quand C'est même, parce qu'il est en équipe de France régulièrement, Ouais. donc ils n'ont pas assez de décompte. Ouais. Bah, Gorissen, hein, sinon Francisco Gorissen, parce que lui, c'est un défenseur de folie, et puis ils ont beaucoup subi, donc il est forcément dedans. bravo, il était troisième. Il y avait un autre de Vannes qui était premier, c'était Sioin Kalamafoni. Petit mot aussi pour le première ligne de Perpignan, Lucas Verlarte, qui était cinquième quand même. Le premier plaquage, en fait, ça fait 274 plaquages sur 23 matchs joués, c'est quand même pas mal. C'est énorme. T'as intérêt d'avoir un bon ostéo. Hein. Je voulais parler rapidement des autres pays aussi, comme on a des écouteurs aussi en Angleterre et Irlande et ailleurs. Pour les Anglais, en fait, il y a Bath qui a battu Bristol et Leicester qui a battu Sale. Donc ça veut dire que ça va être Bath contre Leicester ce week-end qui arrive le 14. Et pour le URC, donc c'est United Rugby Championship, si vous vous souvenez, alors c'est les Irish plus les Écossais plus les Gallois plus les Italiens plus les Sudaf depuis peu. En fait, il y a Leinster qui a battu Glasgow dans les demi-finales et les Bulls qui a battu les Sharks. En fait, c'est assez marrant parce que les Sharks, ils sont passés devant Munster. C'était 24-24 à la fin du match et donc ils ont fait ce fameux tir au but au rugby. Je pense que j'ai vu ça qu'une fois dans ma vie. Et donc, ça finit Leinster d'Irlande contre les Bulls of South Africa. Même chose ce samedi, le 14. Allez, c'est tout pour le rugby aujourd'hui. Je pense qu'on quand même on a des sujets pour cet été parce qu'on a les Lions qui va commencer très bientôt. On a les playoffs pour le top 14. On a aussi l'équipe de France qui va bientôt être annoncée aussi, mais il faut attendre la fin de ce final. Donc, ça va être en juin. Donc voilà, on a plein de sujets sur la planche, mais j'aimerais bien parler d'autres sports parce qu'on aime bien d'autres sports ici, notamment peut-être un peu de tennis, mon cher Théo. Oui, je pense que vous avez certainement, si vous avez eu un peu de nez, regardé la finale garçon, même si la finale fille entre Coco Gauff et Aryna Sabalenka était absolument magnifique. Et Coco Gauff, l'américaine, a gagné son premier titre à Roland-Garros, Thierry, après avoir perdu le premier set. Donc c'était très chouette. Mais la finale des garçons, c'était vraiment un monument à tout point de vue. D'abord, ils ont battu le record de la finale la plus longue de l'histoire de Roland-Garros, 5 heures plus 40 ou 5h29. 5h29, enfin un truc Depuis 89. complètement fou. Et Yannick Sinner qui était premier, qui menait 2-7 à 0, qui a eu
3 balles de match sur le service de Carlos Alcaraz dans le 4e set, a perdu au super tie-break, dans un super tie-break tout à fait dominé par Carlos Alcaraz. Et moi, j'ai pas de mots pour dire mon admiration pour ces joueurs sur le niveau de jeu qu'ils ont, mais je dirais même que je les admire encore plus pour leur état d'esprit. C'est ce qui m'a fasciné. À plusieurs reprises, ils ont donné des points en effaçant des traces pour qu'il n'y ait pas de discussion. Ils se sont salués l'un l'autre avec, je trouve, une classe, une sincérité dans le propos, un respect pour l'autre, son équipe, son travail, le fait qu'il soit inspirant et que oui, j'ai gagné, mais le prochain coup, ce sera toi. C'est pas fin, c'est magnifique. Et je trouve qu'on est parfois dans un monde où il n'y a plus que de l'invective et des conneries et des trucs moyens. Et ben là, ils sont beaux, ils sont bons, ils font rêver. Et en plus, ils sont juste dans le propos. Donc voilà, ils ont 22 et 23 ans, donc ils vont évidemment écrabouiller le tennis mondial dans les 10 ans qui viennent, ces deux gars-là. Et il va y avoir entre eux un mano à mano tout en haut du tennis qui va être exceptionnel. Donc un grand chapeau à ces deux acteurs, même s'il faut toujours un gagnant et un perdant, que c'est triste et cruel quand même pour Jannik Sinner. Ouais, c'était une finale incroyable, historique pour beaucoup de choses et des coups renvoyés, mais d'une justesse et de la tension, du suspense. C'était mais magnifique à regarder. Il y avait vraiment, c'était incroyable. Arrivé dans le 5e, c'était impossible de Mm. savoir qui allait gagner. C'était complètement dingue. Franchement, c'est une grande leçon de force mentale, hein, force technique et force mentale. Quelle leçon, c'est fou. Nous, on se disait à la maison justement si, s'ils étaient conscients à ce moment-là qu'ils étaient en train de vivre et de nous faire vivre un truc historique. Alors nous, en tant que spectateurs, ça devenait de plus en plus évident, mais je ne sais pas si à ce moment-là, eux se sont rendus compte de ce qu'ils étaient en train d'offrir aux spectateurs de Roland-Garros, aux spectateurs du monde entier. Et c'était vraiment incroyable. Et je te rejoins sur ce côté respectueux. Bon, Yannick Sinner est quand même reconnu pour garder un self-control assez magistral. Et il y a eu un moment où ça a été, on a senti que ça a été un peu friable, mais ils ont été effectivement très fair-play l'un envers l'autre, et on a senti beaucoup, beaucoup de respect entre les deux. Et ceux qui sont friands du tennis masculin, voilà, et qui appréhendaient la fin d'une ère avec les départs à la retraite des mousquetaires, là, clairement, les deux nous ont laissé entrevoir une future dynastie incroyable dans le tennis. Bah, c'est marrant parce que c'était plutôt pour les femmes en fait que j'ai regardé c'est ce Coco Gauff comme quand vous avez parlé, mais en fait la jeune Boisson aussi, Ouais. j'avais noté qu'elle avait elle avait battu le 24e, après elle a battu dans le quatrième round elle a battu le troisième et après elle a battu le sixième en quart de finale. En fait elle a gagné 300 places dans un seul tournoi. Elle a perdu contre le deuxième donc Coco Gauff dans la demi-finale, mais ça aussi c'est une histoire magnifique de jeune fille de Dijon quoi. C'est une histoire magnifique. C'est une famille de sportifs. Son père était basketteur professionnel. J'ai vu ça. Donc, et moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué chez cette jeune fille, c'est d'une part son calme, avec un petit sourire un peu énigmatique, mais une maîtrise de soi pour une jeune joueuse comme ça qui m'a vraiment impressionné. Et l'autre truc qui m'a impressionné, c'est sa condition physique. C'est une fille, quand vous la regardez, qui est super affûtée, avec les muscles dessinés partout. Et je trouve que c'est relativement atypique dans le tennis féminin, où il y a des filles qui ont des physiques assez différents, qui sont pas les plus athlétiques. Elle, on a l'impression qu'elle a un physique de sprinteuse aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire, elle est dessinée des membres inférieurs, des bras, des épaules, en étant aussi fine. Je suis admiratif de sa forme physique et je pense que ça compte beaucoup dans son parcours. Je pense qu'elle a été blessée gravement il n'y a pas longtemps. Elle a dû, mais bosser pour revenir à haut niveau en se disant, faut d'abord que physiquement ça tienne et le reste suivra. Et je trouve que ça se voit. Et c'est aussi une leçon pour les gens qui ont envie de travailler pour progresser dans le sport. Cette fille, ça se voit sur son corps. Et j'ai été très bluffé par ça. Ouais, ouais, elle s'est fait les croisés et son chirurgien a parlé dans la presse. Il disait qu'il a dû la freiner. Il a fini par céder ou il l'a autorisée à reprendre le tennis en fauteuil pour pas qu'elle s'appuie sur sa jambe, mais elle a repris dès qu'elle a pu et sa condition physique, elle est incroyable. Elle a un physique mais tellement admiratif et évidemment les haters en ont profité pour justement mettre en avant ce physique qui était trop masculin. Mais moi, je rêve d'avoir un corps pareil. Il n'est Enfin, pas masculin du tout. Je trouve qu'elle est super elle est fine. incroyable. Elle est magnifique. Ah Elle ouais, est ouais, ouais. juste athlétique. Un régal à regarder Ouais. jouer.
Ah non, j'espère justement que ce genre de parcours et justement ce tournoi incroyable qu'elle a fait va créer des vocations chez les jeunes filles et foncez quoi, foncez les filles, hein. Oui, et puis on va la revoir. Maintenant, elle est dans le top 100, donc elle va jouer des beaucoup plus grands tournois. Et ça va la faire progresser à vitesse grand V. Alors, elle va être attendue, hein. Il n'y aura plus de Mmh. surprise. Maintenant, les gens vont disséquer son jeu, vont la voir arriver. Donc, il y aura peut-être une petite vallée de la mort après cette extraordinaire montée du col. Mais voilà, une fille comme ça ne peut pas disparaître. Ce qu'elle a montré est beaucoup trop pertinent et beaucoup trop brillant pour qu'on ne la revoie pas. Donc, on va se régaler. Peut-être une future grande championne, sait-on jamais. En parlant de force mentale et force physique, bah, j'ai regardé mon premier match de ballon rond, de football, depuis super longtemps. Et en fait, j'ai choisi le bon match, en fait, parce que PSG a gagné le Champions League finale 5-0 contre Inter Milan. Oui, comme disent les Marseillais, à jamais les deuxièmes, mais aussi à jamais les premiers d'avoir gagné 5-0 en finale de Ligue des Champions, ce qui est une performance majuscule et extraordinaire, qui parachève une saison complètement folle où ils auront gagné tout ce qu'ils ont joué, le championnat, la Coupe d'Europe, etc. Donc c'est une performance extraordinaire et surtout ce qui est vraiment passionnant dans cette performance-là, c'est la manière. C'est-à-dire que c'est une domination énorme en finale qui est basée sur le collectif et sur rien d'autre. Et là où les Qataris qui ont investi en soft power énormément d'argent pour venir gagner cette coupe ont mis 15 ans à comprendre ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait pas faire, là où ils empilaient les Ronaldo, les Messi, etc., ça marchait pas et c'était toujours la merde et ils se demandaient pourquoi, ils ont compris maintenant qu'en fait, le sport co, c'est avant tout le collectif. Et là-dessus, Luis Enrique, qui est le coach du PSG, a trouvé des pépites, mais c'est pas des pépites individuelles, c'est des nuggets, hein, n'est-ce pas, qu'il arrive à faire jouer ensemble d'une manière incroyable, mais comme un morceau. C'était une splendeur cette finale. C'était un concert, comme une partition de musique jouée sans accroc par un orchestre au top de sa forme. Et c'était magique. Et ça en dit beaucoup sur ce qu'on peut faire quand on est plusieurs, quand on est motivé, quand on est ensemble vers un objectif, mais surtout qu'on comprend que la clé, c'est le collectif. C'est tellement fort pour nous qui aimons le rugby. Et là, que ce soit le foot qui nous donne cette leçon, j'ai trouvé ça fantastique. Et je pense vraiment que cette finale va faire bouger les lignes dans le foot. Parce que ça a été un match incandescent, avec une gifle, mais monumentale, reçue par l'Inter Milan, donnée par un collectif tranquille, soudé, solidaire, avec un but. Il n'y a pas plus beau que ça. Je pense que tu as une carrière dans le coaching, mon cher Théo. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Amélie? Alors autant te dire que moi le 31 mai dernier, je fêtais mon propre titre de championne de France, donc je n'ai pas regardé le match. J'ai suivi, le score Et et c'est tout à ton honneur. et je vais pas trop me mouiller parce que pour avoir grandi dans une famille de footeux pro-marseillais, je risquerais d'être retirée du testament si je dis quoi que ce soit de positif sur le PSG. Donc je vais rester, à jamais les premiers, sans rancune. Écoute, t'es sur le bon podcast quand même, c'est Rugby d'abord ici à Pacte Pot et en tout cas c'est amitié d'abord aussi. C'est un grand plaisir de passer ce moment avec vous deux. On dit un petit coucou à notre copain Charlie Ouais, gros bisous aussi. Charles. Je profite pour dire que mon autre podcast sur le perte de poids et aussi bah, sur le boisson, sur l'alcool cette saison, il va boucler cette semaine. Donc si ça vous tente, nos chers écouteurs, vous pouvez aller écouter un peu plus léger. Et la saison, ça s'appelle l'année sobre. En fait, ça fait presque 2 ans maintenant que j'ai fait des années sobres, un par la suite, et ça me fait plaisir et ça fonctionne très bien. Donc, on peut faire à la fois un podcast de rugby sans forcément boire un canon, qu'on faisait avant, mon cher Théo, n'est-ce pas? Peut-être Tout de à temps en fait. temps, après ou pendant même l'enregistrement, ça nous arrivait de voir un coup. Mais voilà, je suis content aussi de boucler cet épisode avec vous, mais aussi mon troisième année sur mon autre podcast un peu plus léger. Ouais, bah félicitations Thierry pour ce parcours qui est très chouette. Ça fait de toi un podcasteur extrêmement confirmé. Maintenant, tu me fais même des formations pour les podcasteurs. On est bluffé et honoré d'être nous coachés par toi dans notre pod. Donc, bah, je vous embrasse. Toi Thierry, toi Amélie, je te redis mon admiration pour votre parcours avec Léa. Et elle n'est pas feinte. Franchement, je pense que c'est un exploit tout à fait majuscule, quel que soit le niveau auquel on joue. Ce que vous avez fait est extraordinaire. J'espère qu'il y aura des suites à ça, parce que c'est très très beau. Et en tout cas, moi, je trouve ça émouvant et magnifique. Voilà, je vous embrasse et puis on se reparle très vite.
Merci les garçons d'avoir donné de la visibilité au rugby féminin et à tous les rugby féminins, pas forcément que l'élite, parce que voilà, il y a plein de petites divisions en dessous et on le sait que la base est toujours importante. Et je suis contente d'avoir eu la parole et d'avoir montré aussi peut-être un autre visage moins jeune du rugby, mais pour montrer que voilà, c'est complètement intemporel et qu'on peut être maman et qu'on peut travailler et qu'on peut, j'ai une pensée à toutes ces étudiantes aussi qui font du rugby, sans moyens. Donc merci à vous et puis, bah, au plaisir de reparler, rugby tout court et évidemment rugby féminin avec vous. Ah, je profite de ce que tu dis sur les étudiantes pour embrasser Camille, une copine de ma fille qui adore le rugby, joue au rugby et fait la pub de notre podcast avec un magnifique t-shirt qu'on lui a offert. Donc Camille, nous t'embrassons. Allez, à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao! Ciao!